Et surtout, les choses qu'on fera à un instant T, elles resteront pas figées. Et en fait, il a eu la surprise de voir qu'à un moment donné, quelqu'un se plaignait chez Julien Courbet de sa boîte à lui. Et il n'y a plus besoin d'avoir une seule intervention humaine. Et du coup, ça a libéré 2 à 3 jours par mois pour cette personne. Aujourd'hui, on va rencontrer Guillaume, expert en no-code. Si vous ne savez pas ce que c'est, vous inquiétez pas, il va tout nous expliquer. Mais en gros, je vous garantis que ça va vous faire gagner énormément de temps si vous avez une entreprise. Aussi, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Bonjour Guillaume. Bonjour Rémi. Merci de me recevoir chez toi, donc dans ton bureau. Avec plaisir. Donc Guillaume, toi tu es expert en no-code. Tu as fait des études en développeur informatique. C'est ça. Tu as monté une première société avec des collaborateurs qui s'appelait 90 Tech. Et ensuite, tu as monté une deuxième société que tu gères aujourd'hui qui s'appelle NeoDelta. C'est exactement ça. Si tu étais un hashtag, lequel serais-tu? Do it. Pour justement le côté, ce que j'ai pu constater dans ces 2 expériences, c'est qu'il ne faut pas hésiter à se lancer et à tester ses idées. Surtout en 2021 où c'est assez facile. D'accord. Est-ce que ça a aussi un rapport avec le no-code? Donc tu nous expliqueras un peu après Forcément, ce que c'est. Ouais. Mais ça aussi, j'imagine, un rapport avec ça. Exact, ouais. Si tu étais du coup un animal, quel animal tu serais? Un oiseau, pour la sensation de liberté. Le côté entrepreneurial où tu es libre de faire ce qui ouais. t'intéresse. Et si tu étais une couleur? Le vert. D'accord. Pour le côté reposant. Tu es quelqu'un de calme, du coup? Assez. Maintenant, si tu pouvais te présenter, du coup, en quelques phrases, nous dire en fait ce que tu as fait comme études, ouais. Comment tu en es arrivé à faire du no-code, comment tu en es arrivé à monter deux entreprises quand même. De 2010 à 2015, du coup, j'ai fait des études d'informatique, donc à Supinfo, où l'avantage c'était de pouvoir voir justement de faire du développement dans différents langages, de pouvoir faire du réseau, de pouvoir faire différentes choses. De là, je me suis spécialisé en développement web plutôt orienté back-end, donc le fait de pouvoir justement créer des API, créer un peu toute la mécanique et le moteur qui tourne derrière nos applications web et mobile. Et de là, en fait, avec 2 potes de promo, on a décidé de se lancer dans l'entrepreneuriat en créant 90 Tech avec un entrepreneur du bâtiment. Nous, on avait les connaissances techniques. On en avait un qui était spécialiste plutôt web, plutôt mobile, et moi du coup plutôt back-end, API. Et l'entrepreneur du bâtiment, lui, nous apportait justement l'expérience du terrain, l'expérience métier, et aussi les besoins. Ouais. De quoi les boîtes du bâtiment ont besoin aujourd'hui, pourquoi ça ne marche pas telle ou telle chose, et comment nous, du coup, on peut apporter et simplifier des choses. Pour résumer, tu as fait tes études dans le développement informatique. Tu faisais du développement web plus précisément. Ouais. Tu finis tes études et là tout de suite tu ouvres ta société. C'est ça. Tu as en gros un expert métier qui vient, qui dit voilà, moi je fais ce métier-là depuis un certain nombre d'années, je sais comment ça se passe, mais il y a des choses à améliorer et vous savez comment les améliorer de manière concrète sur l'ordinateur. Est-ce qu'on peut s'associer et vous avez fait cette boîte-là? C'est ça. Qui a bien marché. Et du coup, lui, il a prêté finalement du coup ses boîtes pour justement faire les différents tests. Il a aussi essuyé du coup les premiers plâtres justement de la première bêta et de sortir le premier produit. Et une fois qu'on a pu justement sortir la première version du produit, là on a commencé à réfléchir à l'adapter et surtout aussi le commercialiser pour d'autres boîtes, vu que le but c'était quand même de pouvoir monter une start-up qui derrière va pouvoir vendre au plus grand nombre de boîtes du bâtiment. Ok, donc même le bâtiment, à première vue on pourrait se dire ce secteur d'activité-là, il n'est pas orienté sur tout ce qui va être application web, etc. Ouais. Et finalement, on voit que dans tous les secteurs, c'est possible. Et en plus, ça marche. Même les plus traditionnels. À ce moment-là, tu t'es dit, ok, j'ai monté cette boîte-là, mais j'imagine qu'il y a quelque chose qui n'allait pas, ou en tout cas, tu as décidé de voler tes propres ailes, d'où l'oiseau, et tu as monté ta deuxième entreprise qui s'appelle donc NeoDelta. C'est ça. En fait, il y a eu 2 choses. Ça devenait un peu compliqué entre associés, ça c'est une première chose. Donc ça servait à rien de rester pour que derrière le projet capote ou que ça explose. Mais surtout, une chose qu'on n'avait pas forcément anticipée au début, vu qu'on était très informatique, développeur, c'est le fait de se dire ok, on a beau avoir l'outil le plus simple,
c'est pas comme ça que les gens vont l'adopter. Et en fait, il y a énormément besoin d'accompagnement, surtout avec les entreprises traditionnelles, parce qu'elles partent de beaucoup plus loin. Elles n'ont pas l'habitude d'utiliser des outils modernes, elles n'ont pas l'habitude d'en utiliser plusieurs. Et donc du coup, en fait, on a été amené à faire beaucoup d'accompagnement. J'ai été amené à faire beaucoup d'accompagnement. C'est comme ça que je suis passé du côté très web développeur back-end à tout doucement gérer finalement plutôt les clients, prendre leurs besoins, les accompagner et les former. Et c'est aussi quelque chose qui m'a énormément plu parce que du coup ça permettait vraiment des fois de sortir légèrement du cadre purement du logiciel. Et finalement, je me suis dit que c'était peut-être l'occasion de pouvoir faire ça et encore à une plus grande échelle parce que du coup maintenant avec NeoDelta, je ne suis pas limité au logiciel de 90 Tech et je ne suis pas limité aux entreprises du bâtiment. Alors la première fois qu'on s'est rencontrés, tu m'as dit je suis un facilitateur. Ouais. Donc en fait c'est ça l'idée, c'est que tu es là vraiment pour accompagner les entrepreneurs dans leur démarche d'optimisation de leur processus, de gestion de leur application. Donc tu es vraiment là pour être du début à la fin et pas juste leur vendre un produit en leur disant maintenant vous vous débrouillez quoi. C'est exactement ça. Il y a une grosse partie au départ de bien comprendre. Je suis là en fait pour comprendre comment fonctionne la boîte ou comment elle aimerait fonctionner, pour comprendre qu'est-ce qui bloque, quels sont justement les fameux points de douleur. Et moi derrière pouvoir tout doucement les aider à trouver les solutions et en prenant le temps encore une fois nécessaire. Et derrière, il y a la simplification des processus, l'utilisation des bons outils, utiliser des outils plus modernes et pouvoir aussi un peu connecter tout ça justement grâce au no-code. D'accord. Par rapport à justement toute l'expérience que tu as eue, est-ce que tu as une anecdote marrante à nous raconter sur peut-être un client, une prestation que tu avais? Alors du coup, en anecdote marrante là qui me vient, en tout cas c'est quelque chose qu'on n'aurait jamais pensé que c'était justement chez 90 Tech, où en fait on a un client qui nous a raconté que lui en fait il était le patron de cette société, il était dans la voiture, il écoutait la radio et en fait il écoutait Julien Courbet. Pour tout ce qui est autour des arnaques. Et en fait, il a eu la surprise de voir qu'à un moment donné, quelqu'un se plaignait chez Julien Courbet de sa boîte à lui. Donc sur le coup, il était qu'est-ce qui se passe? Brisé, Et en fait, quand il a su ça, il a pu remonter l'information donc du coup dans sa boîte. Et sa boîte, ils ont pu vérifier et ils ont pu constater du coup que parce qu'ils avaient utilisé justement le logiciel Solitech de 90 Tech et parce qu'ils s'étaient numérisés, et qu'ils n'étaient pas juste avec du papier, ils ont pu montrer que la personne qui était en train de se plaindre chez Julien Courbet, elle faisait preuve de beaucoup de mauvaise foi. Et du coup, ils ont pu justement montrer que, en fait, non, eux, ils avaient fait tout ce qu'il fallait, ils s'étaient présentés plusieurs fois, la personne n'était pas présente ou leur avait pas ouvert, et donc là, aujourd'hui, elle se plaignait, elle mettait ça sur la place publique pour pas grand chose. En plus, ils ont nommé l'entreprise, quoi. Donc, Et oui, totalement. Donc au début, il était vert, et puis ensuite, après, il était rassuré. Ok. Donc numériser, ça laisse aussi des traces, et heureusement dans ce cas-là. J'imagine, tu es dans la voiture tranquille, et puis tu entends parler de ta société comme ça. Du mauvais côté. Du mauvais côté, ouais, ça fait bizarre, j'imagine, ouais. On va repasser un peu par rapport au no-code, on a dit qu'on allait en parler. Est-ce que tu peux nous dire finalement c'est quoi le no-code? Qu'est-ce que ça englobe? Le no-code, en fait, il y a deux grandes familles. Et en fait, le no-code, c'est comment pouvoir finalement faire des choses techniques sans avoir besoin de forcément tout le personnel et toutes les connaissances techniques qu'on a normalement besoin initialement. Je m'explique, c'est qu'il y a vraiment ce côté de pouvoir très facilement améliorer ses processus, son organisation simplifiée, en connectant notamment ces différents outils et en automatisant des choses du coup. Ça c'est le premier volet, très interne. Et le deuxième volet, c'est plutôt quand on est une start-up par exemple et qu'on veut proposer un produit numérique, un service, une plateforme, aujourd'hui on peut lancer ça hyper rapidement grâce à ces outils-là. On n'a pas besoin d'avoir 15 développeurs, on n'a pas besoin d'avoir 3 administrateurs système, on n'a pas besoin de devoir absolument tout gérer comme à l'ancienne. On peut justement utiliser ces outils-là qui vont permettre d'aller beaucoup plus vite au début, tester son idée, et après, en fonction du résultat, là, à ce moment-là, si jamais il faut monter en puissance, pouvoir tout doucement rebasculer sur quelque chose de plus traditionnel. D'accord, donc finalement, c'est une sorte de codage simplifié qui permet d'une part de faciliter les processus en interne, la gestion interne d'une entreprise, et d'autre part aussi de créer des applications finalement de manière assez simple. On n'a pas besoin d'une équipe technique, ou en tout cas une équipe réduite.
C'est ça, c'est exactement ça. Ouais, l'idée, c'est d'avoir beaucoup moins de code à gérer, à écrire, et d'avoir beaucoup moins de serveurs aussi derrière à gérer en direct. En fait, on utilise des outils qui permettent d'abstraire ça, donc qui simplifient ça, parce qu'en fait, derrière, eux, ils vont gérer la mécanique et ils font une interface très simple qui est accessible à un plus grand nombre qu'à l'époque. Par contre, il y a toujours ce côté-là ça nécessite toujours quand même un peu de technicité, ou en tout cas de comprendre c'est quoi une application, c'est quoi une API, c'est quoi du front-end, du back-end. Voilà, il y a quand même quelques... Il y a des bases à avoir. C'est ça. C'est pour ça que c'est bien en fonction d'eux de pouvoir aussi se faire accompagner, même si c'est que temporairement, au moins le temps de lancer la machine. Ouais, ok, très bien. Il y a des notions à avoir finalement. C'est ça. Si on se focalise du coup sur l'optimisation de la gestion interne d'une entreprise, pour quel secteur d'activité ça peut être intéressant d'utiliser justement du no-code? Donc, tu m'as parlé tout à l'heure d'une entreprise qui était dans le bâtiment. Est-ce que tu as peut-être d'autres secteurs? Donc des secteurs très traditionnels. C'est même là où pour le coup le no-code va même avoir le plus d'intérêt, parce que comme c'est généralement celles qui sont le plus en retard, elles vont pouvoir rattraper le retard plus rapidement justement. Ça va être aussi pour n'importe quelle entreprise qui va faire à un moment donné de la vente ou du marketing. On peut utiliser aussi ces outils-là pour justement automatiser, simplifier un grand nombre de choses, des relances, du suivi, des tableaux de bord pour savoir où est-ce qu'on en est, etc., etc. Donc une boîte à outils pour tous les secteurs d'activité. C'est ça. Et là, j'ai pris deux photos de deux entreprises différentes, justement, avec des secteurs d'activité différents. Et je voulais me dire, selon toi, je voulais te demander, selon toi, comment elles pourraient utiliser le no-code simplement pour justement optimiser leur processus interne. Alors la première, en fait, c'est un vendeur et loueur de vélos. Ouais. Donc, est-ce que tu as... Pour le coup, encore une fois, en fonction des outils qu'il va pouvoir utiliser, que ce soit des outils métiers, des logiciels, ou si à un moment donné, lui, il fait déjà un peu de suivi, par exemple via un Excel ou un Google Sheet, un système de sheet en ligne, en fait, il va pouvoir peut-être automatiser des choses comme récupérer des informations, lancer des commandes automatiquement, ou en tout cas lui faire des récaps pour plus facilement faire les commandes si jamais il les fait encore de manière assez traditionnelle. Idem, il va pouvoir se générer justement des rapports quotidiens ou à la semaine pour savoir globalement quelle était l'activité, comment elle était. Il va pouvoir aussi potentiellement se construire un système de click and collect ou un système, par exemple, on parlait de location, pour facilement pouvoir louer, savoir ce qu'il en est, et quand la personne rend le vélo, savoir ce qu'elle doit. D'accord, donc de la gestion des commandes à la gestion de la location, l'achat du matériel, etc. En fait, elle peut quasiment tout englober avec le no-code. Elle peut faire beaucoup de choses. La deuxième entreprise que j'ai prise, donc c'est un hôtel-restaurant. Est-ce que tu as des idées sur la manière dont ils pourraient se servir justement du no-code pour pouvoir se développer leur gestion? Pour le coup, moi j'ai même un cas d'usage par rapport à des fournisseurs en fait, d'un hôtel justement. En fait, il s'avère que c'est la société qui venait faire justement du dépannage ou de la maintenance, qui leur a mis en place en fait justement une interface qui leur permet d'avoir des rappels, qui leur permet facilement de pouvoir déclarer des soucis, des sinistres, etc. Plutôt que justement de passer par des emails ou des coups de fil. Et justement, le no-code permet de faire ça hyper rapidement pour construire justement cette plateforme et les automatisations qui vont derrière. Donc recevoir des alertes pour dire si quelque chose a été fait ou pas, par exemple, et tout centraliser. De ce que tu me dis, au final, tu peux centraliser tous tes besoins au même endroit. C'est ça. Selon toi, quels sont les bénéfices d'utiliser le no-code pour la gestion finalement de ces processus en interne pour toute entreprise? Comme en fait on va essayer de reprendre la main sur justement les process et peut-être la simplification et peut-être l'automatisation et la communication entre les différents outils qu'on utilise, l'avantage c'est que c'est un peu comme du Lego. On va pouvoir construire comme bon nous semble, et donc du coup on va pouvoir construire, mais on va pouvoir aussi le faire évoluer. Alors que des fois, il s'avère que des fois on part sur des solutions informatiques où à un moment donné on est pieds et poings liés et on peut plus, si ça bouge plus, et on ne sait pas comment faire. Là on va pouvoir justement avoir un peu plus de flexibilité et on va pouvoir gérer ça un peu au jour le jour.
Et surtout, ce qu'on peut voir, c'est que on peut expérimenter à moindre coût. Ok. La seule grande contrainte, c'est de se dire que voilà, il faut quand même avoir un tout petit peu de bagage technique, comprendre encore une fois les grands concepts, c'est surtout ça, comprendre les grands concepts pour pouvoir commencer à s'amuser avec ces briques-là en fait. D'accord. Donc à partir du moment où on arrive à avoir un socle de connaissances, une base, on peut commencer finalement à s'amuser et à tester plusieurs choses à moindre coût. Donc c'est assez flexible finalement. C'est très flexible. Si tu avais par contre de l'autre côté 2 erreurs à éviter quand tu commences le no-code, donc une entreprise, un entrepreneur qui voudrait s'y mettre, quelles erreurs il devrait éviter? Déjà, il faut bien qu'il se pose sur quels sont ses besoins, pourquoi il fait ça. Parce que j'ai trop souvent vu, que ce soit en no-code ou autre, des gens qui allaient dans une direction parce qu'ils voulaient juste faire comme le voisin, comme le concurrent, ou parce que tiens, il y a tel truc qui est à la mode. Non, faut pas je veux utiliser cet outil-là, c'est j'ai un besoin, qu'est-ce qui peut répondre et il y a peut-être telle ou telle chose. Donc il faut bien avoir ça en tête. Et deuxième chose, il faut bien avoir en tête ce côté expérimentation. C'est-à-dire que voilà, peut-être qu'il y aura des loupés, peut-être que ça va mettre un peu de temps, et surtout les choses qu'on fera à un instant T, elles resteront pas figées. On a pu le voir encore là avec toute cette crise du Covid, tous ceux qui n'ont pas bougé, qui ont décidé de continuer à faire comme avant, ils peuvent pas s'en sortir, c'est normal. Et en fait, le no-code est une grosse plus-value si on arrive à avoir cette agilité et ce mode de fonctionnement qui est tiens, je remets potentiellement toujours un peu en cause, ou en tout cas, faut que je fasse attention aux signaux faibles quand je sens que à cet endroit ça commence à coincer, tiens, ça redevient plus compliqué, tiens, ici on fait beaucoup de saisies, de ressaisies, de re-ressaisies, il y a peut-être un truc à faire. Voilà, il faut vraiment avoir ça en tête avant de se lancer. La première erreur à faire, c'est ne pas faire le point avant de se lancer et faire par exemple ce que le voisin fait, un autre entrepreneur. Et la seconde erreur, c'est d'abandonner trop vite. Parce que clairement, le no-code, ça prend un peu de temps au début, le temps d'arriver à manier ces outils-là. Même s'ils sont accessibles, il faut quand même les utiliser. Donc être un peu patient aussi. Oui, totalement. Super. Tu peux nous donner 2 astuces simples à mettre en place pour une entreprise si elle veut se lancer dans le no-code pour avoir des résultats, on va dire, assez rapidement? Par exemple, avec le no-code, que ce soit une entreprise qui soit en B2B ou en B2C, une chose qui est commune, c'est par exemple de pouvoir récupérer les feedbacks, les avis clients. C'est-à-dire que suite au fait d'avoir livré telle marchandise ou d'avoir livré telle prestation, tel service, de pouvoir récupérer le feedback, l'avis du client pour pouvoir derrière l'afficher, le réexploiter et montrer qu'on fait du bon boulot. Si la société derrière elle va utiliser des outils de CRM ou de suivi de projet, on saura quand est-ce que justement la prestation s'est terminée ou quand la livraison s'est effectuée. Et on peut imaginer 7 jours, 14 jours après, 10 jours après, de pouvoir envoyer un petit email de relance pour dire tiens, comment ça s'est passé, tenez, voici un petit questionnaire, voire même regardez, vous pouvez nous laisser un avis sur Google ou sur Trustpilot. On n'a pas forcément déjà le réflexe de le faire à la main, alors que là pour le coup on peut littéralement l'automatiser un peu en dernière séquence, en mode voilà, on a fini, dernière chose qu'on demande à la personne. Voire même en fonction d'eux, ça peut être aussi un moyen de réengager la personne pour reconsommer quelque chose en fonction de quoi. Faire des ventes additionnelles, par si exemple. Elle était satisfaite. C'est ça. Ça c'est super important parce que j'ai beaucoup de clients qui me disent j'y pense jamais justement de demander des avis à mes clients alors qu'aujourd'hui c'est vraiment ce qui est regardé de plus en plus par un consommateur. Il va aller regarder, même pour les consommateurs en B2B, ils vont aller regarder la page Facebook, ils vont aller regarder la page Google My Business. Ils vont se rendre compte qu'il y a 0 étoile, ils vont se poser des questions même inconsciemment. Alors que en fait le no-code, ça va clairement te permettre de demander à ses clients de mettre des avis sans qu'on ait besoin d'y penser. Donc c'est génial. Même si on reçoit 10% d'avis sur toutes les demandes qu'on a faites, ça reste 10%. En fait, avec un gros avantage du no-code, c'est que si on s'y prend correctement et qu'on prend le temps au début de réfléchir et d'expérimenter, en fait, on peut se soulager de charge mentale en fait. Et là, pour le coup, on peut littéralement se décharger parce que c'est justement en pilote automatique. Et on peut se concentrer sur son travail premier. Et sur sa plus-value. Est-ce que tu peux me donner un exemple de travail que tu as déjà effectué pour nous mettre un peu en situation avec le no-code?
Ouais, bah justement pour enchaîner avec ce qu'on dit et notamment sur le côté charge mentale, du coup j'ai un client qui est dans la maintenance et le dépannage et qui utilise justement un outil de gestion des interventions et des petits chantiers. Et en fait, il s'avère que dans cette société-là, il y a une personne qui, chaque mois, va récupérer à la main toutes les photos, justement, parce que ils veulent justement pouvoir historiser ces photos-là. La personne, elle allait chercher ça à la main, chaque photo, donc une par une, renommée une par une, uploadée sur un OneDrive une par une. Elle savait que ça bloquait, ça lui prenait quand même entre 2 et 3 jours par mois, ce qui est énorme, sur une tâche très chronophage et très pénible. J'ai pu, par justement le biais d'un outil no-code pour les automatisations qui s'appelle Integromat, en fait j'ai pu connecter les deux outils directement, c'est-à-dire l'outil de gestion des interventions et l'outil des fichiers en ligne, le OneDrive. Et du coup, aujourd'hui, c'est chaque soir à 22h que justement l'automatisation se fait, on va récupérer les photos, on va les mettre au bon endroit avec le bon nom et il n'y a plus besoin d'avoir une seule intervention humaine. Et du coup, ça a libéré 2 à 3 jours par mois pour cette personne pour travailler sur d'autres choses. Plus sympa pour elle, qui ont plus de valeur ajoutée pour l'entreprise. Comment t'en es arrivé justement à te développer toi en tant qu'indépendant avec la société NeoDelta pour le coup? Parce que tu étais quand même dans une entreprise qui s'était bien développée et tu as dû te relancer seul. Comment t'as fait? Effectivement. Là, c'est l'avantage d'avoir fait ça en deuxième expérience. C'est que comme justement chez 90 Tech, j'avais fini par m'occuper de clients, j'ai eu la chance d'avoir certains clients de chez 90 Tech qui avaient d'autres besoins que juste le logiciel, d'autres besoins sur le numérique, sur le fait de faciliter un grand nombre de choses, de simplifier un grand nombre de choses. Et donc du coup, ils m'ont suivi et j'ai pu déjà démarrer avec eux. Donc ça, c'est déjà une grande chance. Plus de ça, du coup, j'ai l'expérience et donc le bouche à oreille qui joue énormément. Je travaille principalement avec des entreprises très traditionnelles, donc qui peuvent être frileuses, avec lesquelles il faut déjà montrer patte blanche, montrer que c'est possible, que ça leur est accessible. Enfin, voilà, j'ai plus de choses à prouver. Et le fait de pouvoir avoir d'autres entreprises traditionnelles qui me disent allez-y, vous verrez, il arrivera à s'adapter justement et à votre rythme et à votre activité, c'est un grand plus. C'est vraiment la recommandation qui, moi aujourd'hui, me rapporte du business. Ok, parce qu'aujourd'hui finalement, la majorité des entreprises, elles ne savent pas vraiment ce que c'est le no-code. Tu leur dis on va gagner du temps sur votre gestion interne, mais ça reste vague, c'est pour ça qu'on donne des exemples justement. Et c'est pour ça que presque j'utilise jamais le terme no-code avec elles, tellement que ça peut un peu les perturber pour le coup. Ça peut paraître gros et c'est pour ça que ça marche aussi bien finalement j'imagine avec le bouche à oreille parce qu'elles peuvent avoir un exemple concret face à elles, quelqu'un leur dit mais si regarde j'ai gagné 3 jours quand même, 3 jours par mois et là elles se disent ok il y a un truc à faire. Je comprends peut-être toujours pas exactement ce que c'est le no-code, mais je sais que ça fonctionne. C'est ça. Et là, elle se lance avec toi. Ouais, c'est ça. Ça aide énormément. J'évalue la maturité aussi, justement, de la structure, de la personne qui me demande pour voir à quel point elle est avancée ou pas. Et en fonction d'eux, de toute manière, c'est dans un premier temps, on essaye de lever des points de douleur rapides à lever en fait. Je peux leur apporter une solution rapidement. Des quick wins, c'est comme ça que je les appelle, pour justement qu'elles puissent très rapidement avoir un gain. Ça leur permet de plus facilement se projeter sur du moyen long terme pour justement des projets plus complexes, mais qui derrière leur apporteront beaucoup plus aussi. Avec mes clients, j'appelle ça des actions simples à forte valeur ajoutée. Donc c'était quick win, c'est hyper important justement pour créer cette confiance et montrer aussi qu'il y a un intérêt. Voilà, aujourd'hui on fait des petites actions très simples à mettre en place et on a tout de suite des résultats et on se dit maintenant on peut aller plus loin. Et niveau communication, tu es aussi présent un peu partout. Tu vas être au GEN notamment. Donc le GEN, c'est un événement numérique dans le Grand Est qui se déroule, je crois, en octobre cette année. C'est en septembre. C'est en début septembre. Ouais. Et tu vas faire des ateliers. Ouais, c'est ça. En fait, donc c'est sur 2 journées. Il y a un atelier par jour. Et pour le coup, le jeudi, ce sera un atelier qui sera co-animé avec Andri, justement, où tous les deux, on va parler d'automatisation, mais surtout, on va montrer que c'est accessible. Je vais juste remettre le Daft Punk en place, parce que moi je l'aime bien, même si maintenant, malheureusement, ils sont séparés. La prochaine question que j'avais, finalement, c'était de me dire, pour toi, le no-code, comment il va évoluer? Donc aujourd'hui, on voit que
la majorité des gens qui l'utilisent, ça va être soit des marketeurs ou des personnes qui sont dans la vente, Ouais. ou alors il y aura aussi un petit peu de personnes qui viennent du développement informatique, qui se rendent compte qu'il y a des outils plus simples à utiliser, à mettre en place pour quasiment le même résultat. Mais comment tu vois l'avenir justement du no-code? Comment ça va se développer? Je pense que ça va énormément se développer et sous différentes formes. En 2020-2021, ça s'est déjà pas mal développé auprès des porteurs de projets. Donc c'est ceux qui voulaient justement proposer un produit, un service et qui n'ont pas forcément d'équipe technique sous la main parce que derrière ça coûte cher et qui avaient besoin de monter un prototype ou de tester un produit. Et bah, pour le coup, ils ont pu créer comme ça des versions bêta ou des MVP pour justement cadrer quel était le besoin de leur marché. Ça, c'est une première chose et ça va continuer. Deuxième chose, ça va être des gens justement plus comme moi, mais je pense que ça va se développer aussi bien en freelance, sous forme d'agence ou même en interne dans les sociétés. Je pense que plus on va avancer dans le temps et comme il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années, il y a le métier de DSI, de directeur informatique, la direction informatique qui s'est développée, et on va avoir ces directions-là qui vont justement commencer à avoir des gens plus comme nous avec ce côté no-code. Et parce que ce qui est très important, c'est que finalement les gens qui vont utiliser le no-code, c'est des gens qui n'ont pas forcément toutes les connaissances techniques qu'a un développeur. Par contre, ils ont beaucoup plus le pied dans la partie métier, dans la compréhension de tel métier, de telle branche. Et toi, comment tu te vois dans 5 ans, 10 ans, avec NeoDelta, Ouais. avec une boîte plus grosse, un autre projet? Pour le coup, je me vois bien être toujours dans le même domaine, c'est-à-dire toujours pouvoir accompagner les sociétés pour justement vraiment cette optique de médiateur, facilitateur, pour qu'elles puissent plus facilement mettre un pied dans le numérique au sens vraiment culture numérique, agilité et tout ce que ça apporte. Mais pas forcément continuer à le faire seul. C'est bien pour tester une idée, mais je pense que de travailler à plusieurs, ça peut être aussi très bien. Et je n'ai pas encore la forme, mais peut-être que ça va être de grossir NeoDelta, peut-être que ce serait de travailler au sein d'un collectif avec des gens qui ont le même état d'esprit, qui ont chacun leur spécialité, et où derrière on pourrait s'attaquer à des projets un peu plus gros. Ça peut être différentes choses. D'accord. Écoute, je te remercie en tout cas pour ton Merci, temps et de m'avoir accueilli chez toi Merci à toi. et pour avoir expliqué un peu mieux ce que c'était finalement le no-code aux entrepreneurs qui nous regardent et qui voudraient peut-être s'y mettre. No-code ou Python à l'ancienne? No code évidemment. Airtable ou Monday.com? Plutôt Airtable. Prestation one-shot ou du long terme? Toujours long terme. Optimisation interne ou création d'applications? Optimisation interne.